On a tendance souvent à, alors même avant l'IA, donc c'est pour ça que c'est assez lié, on a tendance à vouloir faire la musique qui marche pour nous-mêmes fonctionner. Donc on va voir que le rap ça fonctionne bien, en ce moment il y a de la drill, donc on va vouloir faire de la drill et tout le monde va commencer à faire de la drill. Et donc il y a un peu une normalisation dans la musique qui va arriver, surtout avec la globalisation. Et comme avant tout le but c'est de faire du business, même les maisons de disques vont avoir tendance à chercher des personnes qui font ce qui marche. Et donc vu que l'IA renforce encore plus ça et va aller avoir tendance à d'autant plus normaliser, là où les gens avant prenaient des risques, il y a des maisons de disques qui aujourd'hui, des éditeurs cherchent vraiment des gens qui sont disruptifs. Et c'est en fait comment est-ce qu'on fait avancer la musique, comment est-ce qu'on fait ce qui n'existe pas déjà. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast AI Voices. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, la musique. Mais pas n'importe quelle musique, l'IA dans la musique. Et aujourd'hui, j'ai un invité spécial, c'est Guillaume, qui est fondateur de Clayme. Guillaume, je te laisse te présenter. Déjà, merci beaucoup de me recevoir Aurélia, ça me fait très plaisir d'être ici avec vous. Clayme, c'est une solution de tracking de droits musicaux, donc ça paraît un peu brut comme ça, mais globalement ce qu'on fait, c'est qu'on suit les œuvres des éditeurs ou des auteurs-compositeurs et on s'assure qu'ils puissent savoir en temps réel comment est-ce qu'elles performent à travers le monde. Et ensuite, lorsqu'il y a des droits manquants quelque part, on s'occupe de maximiser la valeur de leurs œuvres en allant récupérer ces droits là où ils soient dans le monde. On va commencer par le côté positif. Moi, j'ai plein d'amis qui sont fans, qui mixent, etc. et qui utilisent l'IA pour produire de la musique. J'ai moi-même créé mon petit réveil avec Udio, justement, pour être motivé chaque matin avec passion. Est-ce que tu vois le côté positif de l'IA dans la musique et comment aujourd'hui, je dirais, l'IA, elle peut renforcer les producteurs ou même les personnes comme toi et moi qui aimeraient devenir artistes. Ouais, bien sûr, je le vois tout à fait. Je pense que nous, par exemple, dans notre boîte, on est à la base, on est 3 DJ. Donc, c'est-à-dire avec mes 3 cofondateurs, c'est un peu là-dessus qu'on s'est rencontrés au tout début. On avait travaillé dans une boîte qui était dans la musique et qui faisait des applications mobiles. Mais donc, on était tous les 3 un peu DJ, on a été passionnés, on a tous voulu faire un peu de la production, parce que qui n'a jamais voulu faire de la musique? Et on était ravis à l'époque de pas avoir besoin de savoir faire 15 instruments et de pouvoir aller directement sur Ableton pour pouvoir poser nos petites notes avec la souris. Aujourd'hui, je pense qu'en effet, l'opportunité de l'IA, c'est vraiment d'avoir un outil qui permet de casser une certaine barrière à l'entrée et qui permet d'avoir à certaines personnes la possibilité justement de commencer à créer eux-mêmes. Donc je pense que c'est vraiment un moment qui est crucial, notamment sur la manière dont ça doit être légiféré, donc la partie peut-être un peu moins marrante dont tu parlais tout à l'heure, mais aussi l'opportunité incroyable qu'on va avoir avec l'expansion de l'IA et comment justement tous ces outils vont pouvoir être mis dans la main de nouvelles personnes qui vont s'en servir pour faire des choses sans doute incroyables. C'est vrai qu'on voit la rapidité et la simplicité d'utilisation de plateformes, tu vois, je pense à Udio ou Suno, etc. Mais c'est tellement simple aujourd'hui. Tu vois, tu as éventuellement un prompt pour générer ta musique, un autre pour faire les paroles. J'ai vu qu'il y avait un top chart, il y avait une des musiques justement qui avait été générée par l'IA, qui était arrivée dans les top charts. Est-ce que tu penses que ça va être quelque chose qui va être de plus en plus commun à l'avenir? Est-ce que de plus en plus de musiques vont être full générées par l'IA? Est-ce que les artistes ont quand même encore leur place ici? Est-ce que c'est un travail entre l'IA et l'artiste? Comment tu vois les choses, toi? Je pense que l'IA ne sera jamais... Oh là là, je me prononce là. Non, je pense que l'IA ne sera jamais complètement autonome. C'est-à-dire que je pense pas que demain... Partage ton avis, franchement, aujourd'hui, il y a quand même une donnée assez buzz et hype. En effet, quand il y a une musique générée par IA, tout le monde a un peu envie de l'écouter, ça fait un buzz et du coup, tout le monde l'écoute. Qui a donné les insights pour lancer la créativité, tu vois? Ouais, exactement. Non, mais il y a toujours quelqu'un derrière. Et je pense que c'est important de rappeler que l'IA dans la musique, aujourd'hui, buzz énormément avec les Udio, les Sonos et toutes ces choses-là. Mais ça fait déjà plus une quinzaine d'années que certaines personnes travaillent avec de l'IA. Donc à l'époque, on appelait ça assisté par IA. Aujourd'hui, on dit généré par IA. Ça dépend à quel point c'est pris en compte. Mais je pense que dans le monde de demain, l'IA sera vraiment une composante technique, un instrument qui sera exploité par certains artistes ou par certains auteurs-compositeurs. Par exemple, j'ai rencontré quelqu'un qui a mis en place un système qui permet de générer par IA sa voix, donc on va dire d'entraîner sa voix sur une IA, et comme ça de proposer à d'autres artistes ou à d'autres auteurs-compositeurs de faire chanter sa voix sur leur musique en échange d'un pourcentage. À l'avenir, là où avant... Jean-Jacques Goldman, je le cite décidément beaucoup, mais je l'adore. Non, mais tu peux. J'aurais dit Johnny Hallyday, moi. En fait, était auteur-compositeur pour Céline Dion. Il lui disait, tiens, tu devrais chanter cette chanson. Et demain, il pourrait très bien faire une maquette avec Céline Dion pour lui envoyer déjà avec sa voix. Si elle est d'accord, enregistrer directement avec, peut-être faire quelques reprises. Et donc, c'est marrant de voir avec l'IA justement que la voix peut aussi vraiment devenir un instrument commercialisable. Et donc, on n'a pas besoin d'attendre que tu sois venu au studio. On n'a pas besoin...
s'il y a quelques problèmes de recoupe à faire, donc c'est vraiment intéressant de voir comment l'IA demain va être exploitée, mais de la même manière que quand tu fais un film, tu as plutôt envie que ce soit Hans Zimmer qui fasse ta musique et ta composition. Demain, dans ton Spotify, je pense que tu auras plutôt envie d'avoir des vrais artistes qui auront travaillé cette musique en profondeur. Et pour moi, il y a tout ce côté créatif, tu sais, même si l'IA peut faire 90% du boulot parfois. Et encore dans la musique, je n'irai pas m'avancer sur 90% parce que tu vois, à part ma musique du matin, j'ai peu de visibilité. Mais pour moi, c'est tout l'aspect humain qui va avoir cet aspect créatif en fait, qui va faire toute la différence. Tu vois, qui va changer, qui va écouter. Tu vois, ce moment justement bien sûr. Où, tu vois, c'est même comme les artistes qui prennent des samples et en fait, ils savent tout de suite que tu vois, c'est tu vois, c'est le côté créatif. Donc, je pense que oui, ça peut être un gain énorme, mais ça va pas remplacer les artistes. En plus, je trouve ça fade, quoi, juste de savoir que c'est juste l'IA qui a généré ça. Autant avoir, tu vois, une histoire aussi autour de la musique. Après, je pense que ça peut être pas mal éventuellement pour anticiper les tendances. Je sais pas, mais voilà, anticiper les tendances peut-être. Tu vois, je regarderai ça en rentrant. Tiens, je ferai un prompt pour savoir, voilà, analyse, voilà, tout le previews de ce qui peut se passer dans la musique, de ce qui s'est passé dans la musique, et dis-moi en 2000, je ne sais combien, quelle tendance il peut y avoir. Ça, je pense, ça peut être pas mal de mettre ça, de mettre ça en place. Tiens, nouvelle idée. À l'époque où les premiers synthétiseurs sont arrivés sur le marché de la musique, il y a beaucoup de pianistes classiques qui disaient que c'était une horreur, que ça allait les remplacer, que les artistes n'allaient plus jamais être les mêmes, que maintenant n'importe qui allait pouvoir faire de la musique. D'une certaine manière, ça a été une chance. Aujourd'hui, n'importe qui peut faire de la musique, et justement, c'est ce qui permet de faire en sorte que la musique continue de se nourrir et devienne de mieux en mieux. Donc je pense que enlever des barrières à l'entrée, ça fait malheureusement toujours peur aux personnes qui en vivent aujourd'hui, et je peux tout à fait le comprendre. Maintenant, si c'est bien réglementé, une fois de plus, je pense qu'aujourd'hui, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on le réglemente. En fait, c'est une opportunité énorme. Et donc, quelqu'un qui aujourd'hui n'aurait pas pu faire de guitare, de piano, peut aller sur Ableton et tout d'un coup faire de la techno. Tout comme aujourd'hui, avec des splices, il peut aller utiliser des samples de personnes qui, eux, sont vraiment des ingé-sons. Parce que je pense qu'il y a aussi une grande question de séparation entre la personne qui a la créativité de faire la musique et de quelqu'un qui est vraiment ingé-son et qui va aller chercher comment faire toujours des sons plus intéressants, des textures et toutes ces choses-là. En fait, comment l'IA demain peut aller aussi permettre à de plus en plus de personnes de faire des choses et donc d'une certaine manière démocratiser encore plus la musique qu'elle ne l'est déjà et donc permettre en effet à quelqu'un d'aller faire une centaine de prompts, mettre ce petit moment-là avec ce petit moment-là, faire ses propres samples. Et donc je pense qu'il y aura plein de choses à faire là-dessus et que c'est hyper excitant. Et je pense justement, ce qui est top, c'est effectivement cette opportunité de pouvoir faire de la musique. Je pense que moi, je ne connais pas les gens qui n'aiment pas la musique. Je ne comprends pas ce principe de ne pas aimer la musique. Je ne comprends pas ce principe de ne pas être transcendé par la musique. Et aujourd'hui, c'est accessible par tous, quoi. C'est vrai que dans l'industrie de la musique, je pense qu'il y a aussi cette problématique où on va justement, donc l'IA va nous aider à créer la musique, mais du coup, elle va s'inspirer peut-être de morceaux qui ont déjà été produits par d'autres artistes qui ont passé du temps sur ces musiques. Est-ce que quand une musique est créée par l'IA, on peut savoir d'où elle vient et avoir l'analyse, je dirais, de l'ensemble de la musique, ou c'est encore inconnu au bataillon? C'est une excellente question. Il y a justement des travaux qui commencent là-dessus. Alors quand Udio et Suno ont commencé à se lancer, ils ont levé 250 millions chacun, des sommes énormes. Je pense que dedans, ils avaient prévu une certaine forme pour pouvoir justement répondre à tous les besoins juridiques qu'ils allaient avoir. Aujourd'hui, malheureusement, on ne peut pas savoir ce qu'il y a vraiment sous le capot quand tu fais un prompt. Ce qu'on peut savoir, par contre, c'est qu'en faisant donc des chaînes de prompts et en envoyant plein de demandes, on est capable de voir si des musiques ressemblent vraiment à des choses que nous, on connaît dans les bases. Alors, on peut savoir qu'elles en ont été inspirées. Par exemple, je sais que ChatGPT ou Midjourney à l'époque avaient beaucoup de problèmes parce que quand on demandait fais-moi un tableau type Picasso et qu'il ressortait un Picasso, c'est que Picasso quelque part a été utilisé. Donc là, de la même manière, si tu demandes à Suno fais-moi une musique comme Drake et qu'il sort une musique comme Drake, c'est qu'en fait Drake a été utilisé dans les bases de données pour faire tourner les algos. Donc ça, vraiment, il y a un moyen qui, on va dire, du prompt engineering, qui est vraiment d'aller spammer de prompts pour avoir des réponses. Par contre, être capable de savoir vraiment quelles ont été les bases de données utilisées et comment est-ce que les modèles ont été entraînés, parce que finalement, c'est vraiment ça la question. Aujourd'hui, on en est incapable et je pense que d'une certaine manière, même les personnes qui travaillent sur Suno n'en sont pas vraiment capables. Et donc, il y aura toute une question de légifération là-dessus, législation, pour être capable de savoir, voilà, est-ce qu'une entité tierce, est-ce que des gouvernements, par exemple, ont le droit d'avoir accès à ces bases de données pour pouvoir dire si oui ou non ça a été fait, et dans ce cas, peut-être même plus tard avec la blockchain, pouvoir inscrire sur la blockchain pour que ça puisse être rémunéré, tout en ne donnant pas accès aux compétiteurs sur comment les modèles sont entraînés. C'est surtout pour dédommager, entre guillemets, les artistes. Il y a toujours une part d'inspiration, alors qui est au-delà du sampling où vraiment on réutilise.
Et donc aujourd'hui, les gens disent oui, mais finalement, notre IA, elle s'inspire de la même manière. Et donc il y a toute une question morale qui est en fait où s'arrête l'inspiration et où est vraiment le copyright. Mais sinon, en effet, il y a toute cette problématique de, en fait, toutes ces œuvres-là qui sont exploitées et qui sont faites de manière avec des LLM ou même avec de la diffusion. Comment est-ce qu'aujourd'hui on rémunère les personnes qui font ça? Donc c'est en fait, elles ont généré du contenu qui aujourd'hui est exploité. Comment est-ce qu'on les rémunère à juste titre? Parce que sinon, ça veut dire que dans la musique de demain, potentiellement, ces personnes-là qui créent vont disparaître. Et on va être dans un espèce de modèle simple avec de l'IA qui s'entraîne sur de l'IA. Est-ce que c'est une question de durée? Est-ce que voilà, on a pris 2 secondes de musique, donc du coup non, c'est bon, c'est ok. Est-ce que y a un air? Est-ce que c'est une note de musique? Je sais que par exemple à la SACEM, qui est donc l'organisme qui s'occupe de la collecte et de la répartition en France pour les droits d'auteur, ils ont, on va dire, tout un groupe de personnes qui sont vraiment des spécialistes de la musique, des conservatoires qui eux justement, quand il y a des demandes de vol de musique ou d'infringement de copyright, qui eux vont les vérifier, vont aller regarder les différentes tonalités, qui vont aller regarder comment ça marche et tout. Mais donc il faut savoir que ça c'est vraiment une question légale et qui donc d'un pays à un autre, le copyright n'est pas le même. Ça c'est droit pour tous les copyrights, mais par exemple dans certains pays asiatiques, le copyright n'est pas le même qu'en Russie, qui n'est pas le même qu'en France. Et donc en fait demain si quelqu'un décide de reprendre une musique de Claude François et de le chanter en russe, en fait si lui déclare que non, c'est des nouvelles paroles et qu'il a changé 2-3 trucs, s'ils n'ont pas la même législation que nous, en fait là c'est vraiment des problèmes d'avocats internationaux et donc là-dessus moi je vais pas m'aborder aujourd'hui, mais il y a vraiment une question sur le copyright. C'est intéressant de savoir qu'aussi, effectivement, le copyright n'est pas forcément les mêmes dans des différents pays. Donc en exactement. fait, c'est une guerre qui est difficile à mener, quoi. Oui, exactement. Surtout dans certains pays. Comment est-ce que tu peux aujourd'hui aider les artistes, justement, même si c'est difficile, d'analyser en détail, en profondeur, que c'est bien leur musique, etc. Comment tu peux les aider justement à faire valoir leurs droits, quoi? Dans beaucoup de pays, la législation est très bien faite. Donc je parlais tout à l'heure de la SACEM, c'est ce qu'on appelle une OGC, donc une organisation de gestion collective. Donc c'est celle qui justement va définir des règles pour un territoire. Il y en a dans à peu près tous les territoires du globe, et donc sur chaque territoire, il y a des règles qui sont mises en place qui disent que 1 seconde de passage sur cette télé-là, ça vaut tant, que 1 seconde sur cette radio, ça vaut tant, que si c'est de la télé-réalité ou une pub, c'est pas le même coefficient. Et donc c'est des règles qui ont été définies sur un niveau mondial. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est plutôt d'aller permettre à ces lois de bien s'appliquer. C'est-à-dire que nous, on ne définit pas nous-mêmes les lois. Par contre, aujourd'hui, l'industrie de la musique est relativement archaïque. Beaucoup de personnes vont avoir tendance à croiser des informations de consommation avec des informations, des règles de paiement, et vont faire ça avec des Excel. Et donc vont aller comparer des passages qui ont eu lieu il y a plusieurs années avec des paiements actuels pour savoir s'il manque pas de l'argent. Pareil pour des concerts, avoir des reportings de Q-sheet de production. Et donc tout ça, en fait, c'est en fait une ensemble de données qui aujourd'hui est très mal exploitée parce que l'industrie digitale a complètement remis à plat toute la manière dont la musique était gérée, et en plus la globalisation avec les Spotify qui sont mondiaux ont rajouté vraiment une couche là-dessus. Donc nous aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise justement toutes ces données en temps réel de consommation, et on est capable, grâce à plusieurs briques d'IA, d'aller faire le travail de matching, donc ou bien de métadonnées, donc d'aller rapprocher un enregistrement avec une œuvre. Par exemple, je prends souvent l'exemple de My Way qui a été fait par Frank Sinatra, mais aussi par plein d'autres langues dans le monde. Et donc nous, on est capable d'aller recroiser justement toutes ces œuvres, tous ces enregistrements qui exploitent cette œuvre, pour aller dire, voilà tous les usages qu'ils ont eus, et selon les différents pays, voilà combien vous auriez dû percevoir. Et donc de temps en temps, des problèmes de metadata, des problèmes de bases de données archaïques qui ne communiquent mal, permettent pas à l'argent de revenir aux bonnes personnes. Et nous, ce qu'on fait, c'est donner les informations aux bonnes personnes pour débloquer l'argent. C'est un peu long, mais c'est ce qu'on fait de manière automatisée. Comment ça se passe? Tu uploads la musique dans l'outil, après il te dit « Ah ok, c'est bon, j'ai trouvé match pour tel ou tel artiste », et là du coup tu vas te plaindre. J'ai beaucoup d'amis qui sont artistes, et par exemple je leur ai appris très récemment que tant qu'ils n'avaient pas déposé leur œuvre à la SACEM, ils ne pouvaient pas toucher de droits d'auteur. Okay. Donc en fait de temps en temps il y a aussi toute une question d'éducation, et je t'en parlais tout à l'heure justement de comment est-ce qu'on éduque les gens pour comprendre en fait comment marche le music business, de manière à ce qu'ils puissent bien retrouver tous leurs droits. Et donc si demain, par exemple, je sais pas, toi, tu es un artiste, tu es allé sur TikTok, tu as fait une reprise ou une cover d'un Jean-Jacques Goldman, demain, les gens t'ont dit « Ah, c'est trop bien, il faut que tu le mettes sur Spotify », et toi, tu vas aller le mettre sur Spotify. Spotify ne va jamais te demander quelle est l'œuvre d'origine. C'est un problème, et ça va changer, j'espère, dans les prochains mois et prochaines années. Mais donc en fait, derrière, comment est-ce que vous voulez que Jean-Jacques Goldman soit au courant qu'il y a un TikToker qui a mis une musique sur Spotify, et que donc la SACEM devrait aller collecter, sachant que même elle n'est pas au courant. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est justement recouper toutes ces informations. Alors là, je parle beaucoup d'artistes et d'auteurs-compositeurs. Nous, on est plutôt B2B, c'est-à-dire qu'on travaille avec les maisons de disques qui gèrent des gros catalogues d'œuvres. Et donc nous, ce qu'on va les aider à faire, justement, c'est d'aller faire tous ces liens et d'aller voir quelles sont les consommations
qui ont été faites pour pouvoir les ramener vers leurs œuvres et ensuite aller donner les bonnes clés aux bonnes personnes pour débloquer l'argent. Et où est-ce que tu vas chercher cette donnée? Alors ça, c'est justement... Si c'est pas private. Non, c'est pas du tout... J'essaye un peu de me faire le schéma dans ma tête, Ouais, de bien me dire, sûr. ok, bon d'accord, j'ai ma musique, bon je l'upload éventuellement dans ton logiciel où voilà, il va faire un matching intelligent comme on peut voir sur des CV, là c'est plus côté RH, mais il va faire un matching intelligent, tu vois, de musique qui ont peut-être 2 secondes similaires. Mais où est-ce que tu vas chercher justement toutes ces musiques? Est-ce que c'est sur Spotify, YouTube, c'est sur... tu vois c'est là la complexité, c'est justement on va aller chercher un peu partout et on va aller chercher du meilleur moyen qu'on peut. Donc aujourd'hui, il y a des organismes, enfin des entreprises qui font ça assez bien. Par exemple, pour la télé et la radio, ça fait 20 ans qu'elles font tourner des Shazam géants sur toutes les radios et les télés du monde. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on leur achète ces données-là. Okay. Et nous, d'ailleurs, on va les recroiser avec nos informations à nous qui vont permettre de savoir, OK, on a eu un passage, mais combien ça vaut. Donc là, voilà, pour la télé et la radio, pour des Spotify, des Deezer ou équivalents, on va aller se connecter en API. Donc l'API, c'est un moyen d'échange de données, interbase de données. Pour YouTube, justement, il y a YouTube qui a mis en place un service qui nous permet d'accéder à toutes les vidéos qui ont été déjà, par leur algorithme, flaguées comme ayant une musique issue d'un copyright. Maintenant, YouTube n'a pas vraiment d'intérêt à aller faire l'extra mile pour matcher toutes les vidéos, parce que ça coûte de l'argent. Et comme eux, quand ils matchent des vidéos, ils doivent payer en plus, ils n'auraient aucun intérêt à aller mettre leurs meilleurs algos pour encore plus payer. Donc c'est plutôt un souci de compliance là-dessus, je dirais. Ouais. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est que vu qu'on représente des grands catalogues, on va aller faire ce travail justement d'identifier des vidéos qui pourraient avoir nos musiques à l'intérieur et ensuite aller les flaguer auprès de YouTube pour aller déclarer. J'essaye un peu de comprendre l'architecture de... Bien sûr. Sans te copier ton architecture. Non. De toute façon, c'est... comprendre le process. C'est assez clair. En fait, il y a plusieurs enjeux. Aujourd'hui, il y a l'enjeu de fingerprinting classique. Donc ça veut dire c'est un Shazam. Tu vas aller mettre ton Shazam dans une boîte de nuit. Tu vas voir que souvent il va y avoir du mal parce qu'il y a du voice-over, il y a des gens qui parlent autour, parce que le DJ a mis un peu plus rapide, un peu plus lent. Et donc en fait aujourd'hui il y a toute une problématique de comment est-ce qu'on fait pour aller chercher tous ces audios modifiés. Donc nous là-dessus on est en train de travailler justement sur des audios qui permettent d'aller identifier quand un audio a été modifié. Okay. Donc là-dessus il y a plein de types d'audio, il y a plein de types de matching. Ça peut être justement par l'audio, ça peut aussi être par le texte. Okay. Si demain tu reprends du Jean-Jacques Goldman dans ta chambre, tu veux utiliser les mêmes paroles. Donc en faisant du voice to text, on va être capable de comparer des bases de données de paroles avec ce que toi t'as chanté. Donc voilà, donc c'est vraiment un ensemble d'algorithmes qui vont nous permettre, en fonction du canal sur lequel on est, d'aller chercher les informations les plus pertinentes et de recroiser les usages pour être capable de débloquer les fonds. Et du coup, demain, Jean-Michel qui a mis sa vidéo online, qui a un peu plagié ou utilisé la chanson de quelqu'un d'autre, il peut avoir des problèmes ? Il peut. Ça veut dire que je pense qu'on a tous entendu parler des vidéos qui se font striker. Donc c'est, t'as utilisé pour une promotion de ton live stream du Justin Bieber par exemple. Et ben en fait, Universal va aller dire non, tu n'as pas le droit. Et dans ce cas, ta vidéo est démonétisée. Mais sinon, globalement, il n'est pas interdit pour quelqu'un d'utiliser une musique issue sous copyright, enfin en tout cas pour ce qui est l'œuvre. Mais donc si demain quelqu'un décide d'aller mettre sur TikTok ou sur YouTube une vidéo de lui en train de reprendre une musique avec sa guitare, c'est là que c'est quand même assez beau. Lui, il est content creator, mais par contre derrière, YouTube a l'obligation de payer la personne qui a l'origine. Et donc c'est pour ça que c'est plutôt un sujet de pas forcément pour le créateur de contenu, mais plutôt vraiment pour la plateforme qui se sert de ça pour faire de l'argent et de la pub. Ok. De la même manière que, par exemple, sur TF1, lorsque TF1 met un Top Chef, la boîte de prod va utiliser le droit de synchroniser la musique dans Top Chef, mais par contre, TF1 verse des droits à la SACEM pour, en fonction de l'année, avoir le droit de mettre des musiques qui, justement, sont protégées sous copyright. Ok, et la SACEM, après, le reverse Exactement. Exactement. Donc c'est un peu justement, et c'est pour ça qu'il y a toute une forme assez compliquée dans la manière dont c'est géré, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs différents qui, à des niveaux différents, interagissent. Ils n'ont d'ailleurs pas tous les mêmes enjeux vis-à-vis du paiement des copyrights. Et donc c'est pour ça que c'est vraiment, on va dire, un écosystème qui essaie de fonctionner ensemble. Et donc souvent, il y a des manques. Et donc c'est pour ça que nous, on intervient en tout. Est-ce que tu as un exemple à nous donner, justement, où Clémy a pu intervenir et aider ces artistes qui ont été un peu lésés par ces sujets-là? Un des plus gros exemples, c'est avec un artiste international qui, donc, plus un artiste est connu, plus il va avoir tendance à être repris. Et donc nous, un des plus grands travaux qu'on a fait avec lui, c'est justement d'être capable de matcher un grand nombre de remixes ou de musiques sur Spotify et sur d'autres plateformes qui utilisaient une de ces musiques, sur lequel justement on a pu faire remonter aux différents organismes compétents l'information, qui ont ensuite matché et qui à partir de maintenant peuvent payer cet artiste. Okay. De la même manière, on a un autre artiste pour lequel une de ses musiques n'avait jamais été payée.
et parce que c'était passé entre les filets et de l'éditeur et de la société de gestion qui en fait ne l'avait pas déposé dans un autre pays. Globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que quand ta musique aujourd'hui est streamée, elle est streamée dans le monde. Or, une écoute, même si tu t'appelles Justin Bieber, une écoute en France va être collectée par la SACEM, qui ensuite va aller la renvoyer dans ton organisme aux États-Unis, qui ensuite va te payer. Et donc en fait, si la société en France n'est pas au courant ou n'a pas reçu le dépôt qui permet de justifier que c'est à toi, et ben en fait, elle va recevoir de l'argent, elle va l'empuiser, mais elle va pas forcément savoir à qui sont toutes les personnes à qui appartiennent cette musique. Ah, donc il y a quand même un fonds de sous entre guillemets qu'elle récupère alors que c'est pas forcément dédié parce que si. Ah non, mais bien sûr. Mais ça, c'est en fait aujourd'hui, il y a. Attends, c'est quoi cette histoire? Bah, j'aurais peut-être dû commencer par là, mais aujourd'hui, il y a à peu près 30% des droits de la musique qui, tous les ans, ne sont pas perçus ou sont mal perçus par les gens de l'industrie. Mais du coup, il va à qui cet argent? Bah voilà, c'est toute la difficulté, c'est que ou bien il est pas versé, ou bien il est collecté. Je reprends souvent l'exemple de la SACEM. Il faut rappeler que c'est quand même une des meilleures à travers le monde. C'est d'ailleurs la première. Donc vraiment, ils font bien leur travail. C'est pas ce que j'essaie de dire. Mais tous les ans, la SACEM collecte un certain montant d'argent et il y a une grande part qui ne peut pas être redistribuée. Donc par exemple, ils vont aller facturer TF1 un montant pour l'année et eux, leur but, c'est pendant toute l'année, en fonction des diffusions, d'aller payer les bonnes personnes. Si elle ne peut pas être distribuée, du coup, ils gardent l'argent. Exactement. J'avais à peu près 12 ans, j'avais trouvé un billet de 20 € par terre. Il m'avait demandé d'aller le déposer à la mairie pour justifier que... Enfin, voilà. Et il m'a dit, bah, tu vas attendre et si personne ne le réclame, là, à ce moment-là, tu pourras le récupérer. Mais là, est-ce que tu l'as récupéré? Je l'ai jamais récupéré, c'était du gros bluff. C'est la mairie qui l'a gardé. Et j'étais dégoûtée, mais bon, je pense que peut-être qu'il a dû me le donner après. En fonction des différents usages, donc sur télé, radio, la SACEM le garde pendant 5 ans. Donc en fait, elle, son objectif, c'est de récupérer cet argent et de s'assurer qu'elle est bien redistribuée aux bonnes personnes. Mais si de temps en temps, la bonne personne, ou bien n'a pas déclaré que la musique lui appartenait, ce que je disais tout à l'heure, il faut déposer à la SACEM ses droits, ou bien il y a des manques, et donc en fait la SACEM ne peut pas savoir à qui rendre, et ben elle va dire pendant 5 ans, écoutez, l'argent est bloqué, et c'est à vous de me fournir des informations qui justifient que cet argent doit vous revenir. Et c'est là que Claimy intervient du coup. Exactement. Ok. Exactement. Ah ouais, quand même, et donc ça marche pour la télé, la radio, mais ça marche de la même manière pour YouTube, ça marche de la même manière en fait pour tout. Ok. Ah, je savais pas, tu vois, qu'il y avait un fonds... C'est les fameuses black box, on en entend beaucoup parler, les fameuses black box dans la musique, où en fait l'argent est bloqué quelque part, tout le monde a l'obligation, enfin la SACEM c'est quand même un organisme privé mais à but non lucratif, donc son objectif ce n'est pas de garder l'argent, c'est vraiment de le redistribuer. Ouais, mais si à la personne à qui redistribuer, exactement. Du coup, ça et donc c'est tout l'enjeu. Bah, ça va, au bout de 5 ans, c'est redistribué au prorata des écoutes en fonction de l'année, des gens qui vendent le plus de disques, des gens qui ont eu le plus de streams, des gens qui ont... Okay. Donc globalement, en fait, c'est du statistique. Les mêmes personnes qui sont exactement. C'est les artistes exactement. qui n'ont pas de... Ok. Exactement. Et la SACEM, une fois de plus, c'est une des plus performantes dans le monde. Donc quand on va regarder dans les autres pays, c'est à peu près le même genre de manquement. Nous, notre travail chez Claimy, c'est vraiment de mettre en face d'argent manquant les bonnes informations pour être sûr que l'argent peut être débloqué et reversé aux bonnes personnes. Ouais. Et ça serait quoi tes best practices justement à partager aux artistes, mais aussi peut-être aux maisons de disques? Comment est-ce qu'elles peuvent un peu se prémunir Parce que bon, on va pas se mentir, l'IA dans la musique, là ça va faire que s'accentuer. C'est incroyable quand même les évolutions. Mais si on peut parler des risques, quels sont les do's and don'ts, comme on dit? Pour ceux qui ne parlent pas anglais, c'est à faire et à ne pas faire. À faire et à ne pas faire. Les à faire et à ne pas faire. Alors, les à faire et à ne pas faire, je dirais que déjà, je pense que souvent, les gens ont tendance à négliger les droits d'auteur. Moi, j'ai beaucoup d'amis, j'en parle, mais qui font de la musique et qui se disent ou bien je deviens une top star ou j'arrête. Ouais. Alors qu'en fait, il y a vraiment moyen de vivre de la musique aujourd'hui et le but, c'est vraiment de se renseigner sur tous ces moyens-là. Généralement, les artistes, c'est des gens qui sont un peu artistes et qui donc pour qui l'administratif est pas forcément super sexy. Donc c'est justement pour ça qu'il y a des boîtes qui sont là pour les encadrer. Ça peut être des maisons de disques, ça peut être des managers, ça peut être des éditeurs et qui en général c'est leur rôle à eux de faire ce travail. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils existent. Donc moi je dirais que c'est vraiment se renseigner là-dessus, se faire accompagner. Donc ça c'est vraiment le faire. Et ensuite, malheureusement, le ne pas faire, c'est souvent un manque d'éducation. Aujourd'hui, quand on upload une musique sur Spotify, en fait, Spotify a juste besoin de l'audio et de savoir quel est l'artiste, alors que eux devraient demander des champs obligatoires comme est-ce qu'il y a bien une œuvre qui est reliée? Est-ce que tu as copié quelqu'un? Ouais, c'est un peu comme tout de repartir de... Exactement. Parce que demander aux gens qui essaient de s'en sortir et essayent d'en faire de leur passion un métier, je trouve que c'est dur de faire reposer à eux justement tout le poids de l'administratif.
Alors qu'on a besoin d'eux, de content creator, et en effet, tu le disais, avec l'IA, demain, ça va être encore pire. Et je pense que de demander à quelqu'un de savoir quel prompt il a tapé, de lui demander est-ce qu'il reconnaît dedans des musiques, enfin... À moins que ça soit obligatoire justement par les plateformes de streaming. Mais bon, est-ce que tu aurais vraiment envie de passer 40 minutes avant de publier ta musique? Déjà, on se pose beaucoup la question de est-ce qu'aujourd'hui, payer 9,99 € pour un Spotify par mois et avoir accès à l'intégralité de toute la musique sur la planète, est-ce que c'est pas sous-évaluer ce que vaut vraiment la musique? Ouais. Parce qu'aujourd'hui, finalement, la Ça manière... m'arrange bien perso. Bah non, mais en fait, c'est qu'aujourd'hui, on est moins prêt à l'époque où on achetait un CD 6,90 € ou un album 20 €. On se posait moins la question parce qu'on en avait envie et qu'on n'avait pas d'autres moyens. Après, la musique a été gratuite pendant un temps avec les Pirate Bay, donc il fallait absolument faire quelque chose pour que ça soit revalorisé. Mais quand les Apple Music sont sortis, c'était 1 € par musique. Et donc en fait, on pouvait assez vite aller vers des 25-30 € pour avoir quelques musiques. Et aujourd'hui, pour 9,99 €, la musique actuelle, ancienne et toute la prochaine, par mois. Donc il y a aussi une vraie question, je pense, de comment est-ce qu'aujourd'hui on valorise la musique en tant que telle. Et donc demain, comme le prix des abonnements ne va pas monter, mais par contre le nombre de musiques et le flux total de musique qu'on va les mettre sur ces plateformes-là va diluer d'une certaine manière la musique déjà existante. Mais en fait, ça va poser plus de problématiques qui sont morales, idéologiques, en termes de législation, en termes de réglementation. Et en Europe, on a beaucoup tendance à réglementer, beaucoup réglementer. Et je pense qu'il y a aussi c'est très bien d'une certaine manière parce que ça protège. Mais à partir du moment où sur d'autres territoires on n'aura pas cette réglementation, il ne faut pas non plus qu'on passe à côté de l'opportunité, je pense, qui est l'utilisation de l'IA en tant qu'instrument et comment réussir à le valoriser au sein de la musique actuelle qu'on fait en France. Ok Guillaume, bon moi j'ai une petite contribution à te faire. Donc je t'ai dit j'ai utilisé Udio pour créer mon petit réveil matinal parce que je supportais pas le mien et j'ai vu que j'étais pas très fière de moi parce que j'ai vu qu'ils étaient en procès. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce procès? Pourquoi une IA qui génère de la musique est en procès aujourd'hui et en procès est contre qui? Bah justement, le procès aujourd'hui, c'est sur les données d'entraînement de ce modèle. Et donc aujourd'hui, les majors, donc qui représentent les 5 plus grosses entreprises mondiales et qui possèdent donc la plupart des œuvres, se sont liés ensemble pour justement attaquer Suno et Udio, pour dire qu'en fait, ils avaient utilisé des bases de données réglementées sous copyright sans en demander l'accord et sans en reverser le droit. Comment? Bah parce qu'en fait aujourd'hui c'est assez simple en allant sur YouTube de télécharger. Enfin, je te laisse aller par exemple sur un YouTube Convert to MP3 et demain tu peux très bien avoir le son. De la même manière, si tu vas sur un Spotify, en fait les lecteurs aujourd'hui c'est très dur. Ils l'avaient fait délibérément. Exactement, bien sûr. Ils ont entraîné des algorithmes, mais de la même manière que ChatGPT l'a fait sur le web. Et Perplexity. Exactement. Donc en fait aujourd'hui comme c'est très dur de limiter l'accès à la musique, de la même manière que nous on peut l'écouter de manière libre, bah en fait on peut la télécharger de manière assez libre. Et donc en fait, tous ces Suno et ces Udio en fait, ont été créés sur des bases de données protégées et aujourd'hui, elles s'en servent à un but commercial sans avoir eu besoin de dire sur quoi ça avait entraîné, ni sans avoir eu besoin de rétribuer l'argent en fait exactement aux personnes à qui ont été exploitées. Je pense qu'ils ont gain de cause, obviously, mais qu'est-ce que tu penses de la suite? Qu'est-ce que ça pourrait donner? Je pense que justement les quantités d'argent qu'ils ont levées à l'époque leur permettront d'affronter toutes ces issues légales. Aujourd'hui, étant donné que c'est quasiment impossible de savoir en temps réel lorsque je fais un prompt sur quelle base elle va piocher ou quelle base a été entraînée sur quoi à l'époque, à moins de vraiment refaire un descriptif. Je pense qu'aujourd'hui, il va y avoir un blanket license, comme on dit. Donc c'est, voilà, ok, on a utilisé, donc tiens, à toutes les majors, on vous donne 25 millions chacun. Je vois bien des accords à l'amiable. Exactement, ça va être des accords amiables, parce qu'en fait, c'est tellement dur aujourd'hui de savoir qu'à mon avis, il va y avoir des accords à l'amiable. Le problème, c'est qu'une fois encore, les plus gros vont bénéficier de ces accords à l'amiable et les plus petits, qui vont être lésés, exactement, et les plus petits vont pas avoir d'accord. Là-dessus, nous, c'est lorsque ça aura été légiféré et que les lois seront en vigueur, on pourra les appliquer. On voit déjà pas mal de services qui aujourd'hui promettent d'utiliser justement des bases qu'on possède. Donc par exemple, moi, j'ai une cinquantaine d'œuvres, et ben je vais pouvoir entraîner une IA sur mes cinquantaines d'œuvres pour m'entraîner à faire des meilleures musiques après. Et donc, c'est pas protégé puisque je les possède. Et donc, demain, on pourrait tout à fait voir des IA qui exploitent toute la base de données d'Universal pour aider Universal à faire des meilleures maquettes et aider leurs artistes à faire des meilleurs sons. Et donc là, on a tout à fait le droit puisque finalement, ils détiennent les copyrights. Donc là-dessus, et sinon, sur le plus long terme, en fait, quand quelqu'un fait un prompt, c'est très dur de savoir donc ou bien il va y avoir un fee qui est reversé au prorata de tout ce qui a été utilisé, mais c'est extrêmement dur parce que
Si demain je tape jazz, est-ce qu'il y a une base de données, une sous-base de données de jazz, et on sait qui avait été dedans. Enfin, donc je pense que ça va être très dur, et c'est pour ça que j'ai hâte de savoir comment ça va se dérouler, parce que c'est vraiment, ça va être clé dans les prochaines années. En tout cas, moi, je trouve ça top que des personnes, des passionnés comme vous, déjà, croient en la musique et croient en l'IA dans la musique, mais aussi se battent pour ces artistes qui, au final, se sentent peut-être parfois un peu démunis ou n'ont pas forcément tout le travail d'éducation autour de ça. Moi, j'ai plein d'amis DJ qui détestent quand on dit l'IA dans la musique, ils me disent non, mais pas du tout, Aurélia, dans tous les cas, nous, on aime beaucoup mieux, on arrive beaucoup mieux nous-mêmes, etc. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que toi, en tant qu'ancien DJ, en tant que DJ aussi à tes heures perdues. Oui, voilà, plutôt ça. Est-ce que tu penses que quand même l'IA peut générer de la musique aussi qualitative que des DJ hyper reconnus comme mes amis? Je pense que demain, l'IA sera sans doute capable de faire des belles choses. Et après, pour moi, la musique, ça reste une question de perception, une question d'âme, une question de feeling. Et donc, certaines personnes peuvent apprécier la pop et d'autres le rap. Je pense que sans doute certaines personnes apprécieront de la musique très technique faite par de l'IA. J'ai vu récemment un des plus grands producteurs de Bollywood dire qu'aujourd'hui, il ne passerait plus par des artistes, des auteurs-compositeurs dans ses films et qui passerait uniquement par de l'IA. Ok. Je pense que c'est débattable. En fait, aujourd'hui, quand on veut faire passer une émotion, que ce soit dans une pub, que ce soit à travers une musique, que ce soit à travers un live stream, en fait, on essaye de chercher une image, enfin une musique qui va coller le plus avec l'image et la valeur qu'on veut transmettre. Et je pense que ça, le côté humain de perception et de feeling sera toujours beaucoup plus important que ce qu'une IA pourra faire. Donc voilà. Si tu lui donnes les guidelines pour le faire, quoi. C'est comme quand on me dit qu'il peut pas y avoir de storytelling entre guillemets dans ChatGPT parce qu'en fait c'est toi qui connais l'histoire. Peut-être que c'est la manière dont tu lui parles qui va faire la différence. Bien sûr. Je connais pas trop le côté musique, mais dans ce cas, on est d'accord que tu seras toujours derrière pour le guider, tu seras toujours derrière pour lui redire ah bah non tu devrais faire ça. Là je trouve que tu as été un peu vite là-dessus, ou là dans le déroulé, ou là dans l'image. En fait pour moi l'IA ce sera toujours ça, c'est quelqu'un avec qui on va pouvoir travailler à deux de manière assez schizo, mais au final, la personne qui décide vraiment et qui va mettre l'émotion et l'âme qu'on veut avoir, ce sera toujours nous. Est-ce que tu vois des problématiques sur le long terme par rapport à l'IA dans la musique, si on se projetait un peu plus? Je pense que c'est toute une question de création. Ça veut dire, aujourd'hui, on a tendance souvent alors même avant l'IA, donc c'est pour ça que c'est assez lié, on a tendance à vouloir faire la musique qui marche pour nous-mêmes fonctionner. Donc on va voir que le rap ça fonctionne bien, en ce moment il y a de la drill, donc on va vouloir faire de la drill et tout le monde va commencer à faire de la drill. Et donc il y a un peu une normalisation dans la musique qui va arriver, surtout avec la globalisation. Aujourd'hui quelqu'un en France fait à peu près la même musique que quelqu'un aux US, qui va être à peu près la même musique que quelqu'un en Allemagne. Et donc en fait toutes ces originalités ont déjà tendance un peu à disparaître. Et comme avant tout le but c'est de faire du business, même les maisons de disques vont avoir tendance à chercher des personnes qui font ce qui marche. Et donc vu que l'IA renforce encore plus ça et va avoir tendance à d'autant plus normaliser et je sais pas quel est exactement le mot, mais en tout cas assouplir tout ça. Si ça devient de plus en plus simple de coller avec ce qui marche déjà, on va peut-être tendre vers quelque chose qui est trop commun, alors qu'en fait aujourd'hui pour moi l'intérêt de la musique est là où avant les gens avant prenaient des risques. Il y a des maisons de disques qui aujourd'hui des éditeurs cherchent vraiment des gens qui sont disruptifs, et c'est en fait comment est-ce qu'on fait avancer la musique, comment est-ce qu'on fait ce qui n'existe pas déjà. Et ça je pense que justement c'est là où il va y avoir un gros blocage si les gens par facilité utilisent de plus en plus l'IA, c'est qu'en fait comment est-ce qu'on fait grandir la musique plutôt que juste faire de la musique. C'est clair, et ça me fait penser à DJ Mehdi, tu vois, genre, qui avait ce côté, mais tellement artiste, tu vois, ce côté où justement pour moi il a redéfini, tu vois, il est pas rentré dans le moule de ok ça marche, et donc pour moi il y a rien de pire que de faire la même chose que les autres, tu vois. Au contraire, tu vois, lui il a associé sa créativité, tu vois, il a trouvé des samples qui étaient pas mal, tu vois, il a vraiment créé pour moi un autre univers, tu vois, un autre univers musical. Exactement, donc je pense que c'est ça, c'est potentiellement le piège de la simplicité. Et je trouve qu'on le voit aussi, alors je parle pas des tiens, mais on voit aussi sur LinkedIn souvent des posts qui aujourd'hui commencent à tous se ressembler, avec à peu près les mêmes accroches, donc je pense que si dans la musique on tend vers ça, en fait on va faire grandir une certaine pauvreté musicale. Et je pense que l'IA c'est un peu la flemme de demain d'une certaine manière. Ça permet d'aller si loin si vite qu'en fait est-ce qu'on n'en oublierait pas ce que c'est vraiment que d'apprendre la musique. Et donc c'est pour ça que je rejoins une discussion que j'avais avec quelqu'un qui est vraiment un vrai professionnel de la musique. Et je lui expliquais justement ce que je disais tout à l'heure, comme quoi les synthétiseurs n'ont pas remplacé les pianistes. La musique, il y a quand même un apprentissage. Le solfège, je pense, ne doit pas disparaître. Pour pouvoir bien guider une IA, il faut savoir déjà ce que c'est la musique.
pour bien se renseigner, pour vraiment devenir artiste. Je pense que c'est pas juste mettre une musique sur Spotify qui nous fait nous un artiste. Pour moi, l'IA, ça va plus développer l'aspect créatif. Mais après, effectivement, il y a deux types de personnes. Ceux qui boivent tout le contenu de ChatGPT et qui copie-collent, voilà, et d'autres qui vont être un peu plus, qui vont l'utiliser plus pour développer leur aspect créatif et justement faire des choses un peu différentes. Écoute, moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant. C'est cet épisode, d'autant plus que je pense qu'on a une même passion, c'est pour la musique. Donc, plaisir partagé, merci d'être venu sur ce podcast. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Principalement sur LinkedIn, vous pouvez aller voir Clayme, vous pouvez m'ajouter directement Guillaume Delavener. Et sinon, on a un site clayme.co. On est toujours ravis de discuter avec des gens dans l'industrie de la musique. Donc si vous êtes de l'industrie de la musique, moi je serais ravi de rencontrer toutes les personnes et partager ou ma passion ou mon métier. Et je leur recommande 1000 fois d'aller voir Clayme. Et surtout, ce que je me dis, c'est pour tous mes amis qui vont devenir artistes, je n'hésiterai pas à les envoyer vers Clayme pour qu'ils puissent défendre leurs droits et, c'est important. et perdurer tout ce beau monde de la musique. Merci Guillaume. Merci beaucoup Aurélia.